Madame la députée Meriana Rendarbelo, vous êtes députée de Polynésie, vous siégez au groupe GDR. Vous avez été réélu, je le précise, en juillet, dans la troisième circonscription de Polynésie. Le premier sujet qu'on va aborder avec vous, c'est cette proposition de résolution que vous avez déposée au bureau de l'Assemblée sur les essais nucléaires en Polynésie. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur cette proposition de résolution? Quel est son but? Alors, sur la mandature précédente, on avait organisé j'avais organisé une commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Et donc la dissolution de l'Assemblée a avorté cette commission d'enquête qui n'avait qu'un mois d'existence sur les 6 prévus. Et donc j'ai reconduit, donc je souhaite reconduire cette commission d'enquête et puis la procédure veut qu'on fasse une proposition de résolution, comme ça avait été fait l'an dernier. Donc j'ai refait une proposition de résolution pour renouveler cette commission d'enquête. Vous avez bon espoir qu'elle soit renouvelée, cette commission? Oui, bien sûr, ça a été une de mes motivations, si ce n'est pas la principale, de me représenter. C'est pour vraiment mener à terme cette commission d'enquête qui, je pense, est due à la Polynésie et à ses habitants. D'accord. C'est un sujet qui, au final, reste toujours d'actualité, les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Euh, sur le budget 2025, vous allez défendre un amendement pour la prolongation des délais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet amendement? Oui, alors c'est un amendement qui concerne la possibilité pour les ayants droit des victimes directes de proroger les délais de dépôt de demande d'indemnisation en tant qu'ayant droit. Voilà. Donc ce délai vient à terme le 31 décembre 2024, donc il est plus qu'urgent de demander une prorogation de ce délai. Et si jamais ça passe pas, parce que le budget là, il est en plein vote, Mhm. euh, il doit passer au vote pardon, le 29 octobre. Est-ce que vous prévoyez quelque chose d'autre si jamais, par exemple, le gouvernement il doit passer par 49.3? Alors, en fait, c'est une discussion déjà qu'on a eue avec les ministères, hein. Je pose l'amendement au PLF. On va voir un petit peu ce que va donner l'avis de l'amendement et puis sa vie et puis éventuellement son adoption ou pas, ou son rejet. Mais dans tous les cas, je suis aussi en préparation d'une PPL. En fait, elle est prête. Mais j'attends de voir le sort de l'amendement en question. Mais elle est prête pour demander la même chose, c'est-à-dire la prorogation des délais. Mais je rajoute aussi un point qui est important pour les ayants droit des victimes, c'est-à-dire la prise en compte de leur préjudice propre en tant que eux aussi victimes finalement. Victimes, on appelle ça indirect ou victime par ricochet. Comment est-ce qu'on peut être un exemple, par exemple, de victime indirecte de ces essais nucléaires, par exemple, une personne dont les parents seraient décédés d'une maladie radio-induite? Voilà. Alors déjà beaucoup d'enfants en fait arrêtent de travailler pour être complètement en soutien à leurs parents malades en fin de vie. Et donc ça c'est un préjudice à la fois affectif et un préjudice économique parce qu'ils ont arrêté de travailler pour se vouer totalement à leurs parents malades. Euh, ou sinon, même les parents malades finalement aussi ne peuvent plus travailler et si les enfants sont encore petits, il y a aussi un préjudice économique quand même, au-delà du préjudice affectif évidemment. Et il faut noter qu'aujourd'hui, pour les victimes de l'amiante, les victimes par ricochet sont indemnisées par un fonds qui s'appelle le FIVA. Et je ne comprendrai pas pourquoi les victimes des essais nucléaires ne pourraient pas bénéficier du même fonds, enfin du même type de fonds pour prendre en compte aussi leurs ayants droit. D'accord. Donc ça, c'est si votre amendement ne passe pas, n'est pas adopté dans le projet de budget 2025. Finalement, le fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée, est-ce que c'est pas un plus pour vous, pour vos amendements d'opposition,
que s'il y avait une majorité nette qui soit rejetée directement. Est-ce que finalement cette assemblée dans ce format-là ne vous permet pas, vous, député d'opposition, d'aller plus loin sur les amendements au projet de loi? Alors, vous savez, le Parlement, on peut le voir de plusieurs façons. On peut voir la majorité et l'opposition, mais on a surtout des sujets qui doivent nous rassembler. Donc, quelle que soit l'idéologie politique ou le parti, et il y a des sujets comme celui-là, comme la biodiversité, comme plein de sujets qui doivent nous rassembler. Donc, que la majorité soit nette ou pas, c'est pour moi, c'est pas vraiment un sujet. C'est une question qu'il nous faut déjà bien expliquer à tout le monde et qui sera, enfin je suis très confiante, elle sera forcément prise en compte par mes collègues, qu'ils soient d'une majorité ou autre, quoi. Voilà. D'accord. Alors, vous avez participé récemment à l'ouverture d'une classe dédiée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique en Polynésie. C'est la première fois. Il y en a 344 dans l'Hexagone, vous nous avez dit. Et cette classe donc est jumelée avec une classe de l'Hexagone et elle va s'ouvrir bientôt. C'est la première fois qu'il y a cette prise en charge en Polynésie. Alors, c'est en cours, hein, c'est pas encore fait. Donc, ce qu'on a pu faire avec l'association Monsieur Rouget, l'association Tous Capables, nous sommes allés visiter une UEMA pour unité d'enseignement maternel pour autistes à Mantes-la-Jolie. Et donc, pour voir un petit peu comment ça s'organisait au sein d'une école maternelle. Et donc, et de voir aussi l'articulation entre la commune, entre les associations et la région pour mener à bien de tels projets. Euh, la visée de ces unités, c'est vraiment de pouvoir d'abord amener les enfants TSA ou TSL, donc pour le langage, à l'école déjà, dans une vraie école et pas dans un centre où ils seraient cachés ou seuls entre eux. Donc c'est vraiment de les inclure au sein d'une école et ensuite de leur fournir quand même du personnel adapté à leur apprentissage spécifique, puisqu'ils ont des particularités d'apprentissage, une classe un petit peu mise comment on dit, aux normes pour eux. Je vous donne un exemple, la classe qu'on a visitée n'est pas, est toute blanche, en fait, c'est pour, les murs sont blancs, c'est pour ne pas les troubler, ne pas les solliciter, ne solliciter leur sens de façon trop agressive avec des posters ou avec des images. Donc c'est un endroit très serein qui appelle au calme et donc pour leur donner un apprentissage optimal. Mais ensuite, à la récréation, ils peuvent tout à fait décider de rejoindre les autres enfants et petit à petit, ils espèrent pouvoir donc intégrer, inclure ces enfants avec des troubles du spectre autistique avec les autres. Voilà. D'accord. Cette classe, elle ouvrira dans quelle commune, quelle école en Polynésie? Alors, la commune de Pirée a déjà donné son autorisation pour une ou deux classes, enfin deux locaux. D'accord. Et donc voilà, c'est avec la commune de Pirée qu'on va travailler là-dessus. Et ensuite, on espère pouvoir reproduire de telles classes peut-être du côté de la presqu'île. Il y a énormément de besoins aussi de ce côté là-bas. Voilà. Alors, justement, au niveau des besoins, est-ce qu'en Polynésie, on arrive à quantifier le nombre d'enfants atteints de TSA ou de TSL? Mais je sais que l'association Tous Capables aussi essaye d'accompagner aussi les familles parce que c'est pas évident de soutenir aussi son enfant de la meilleure façon. Donc ils essaient aussi d'apporter une aide aux familles qui rencontrent cette situation. Et
faut dire qu'en Polynésie, le- les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, elles n'ont pas été décelées, jamais été décelées. Mhm. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des adultes aussi qui n'ont jamais été diagnostiqués, mais en fait qui le sont et qui sont laissés un peu pour compte, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont, parce que leurs familles n'ont jamais été aidées non plus. Alors c'est quand même une... Là, on sort du cadre de l'UEMA, mais c'est quand même un sujet qu'il faudrait traiter sous un angle plus important, quoi. Voilà. D'accord. Une dernière question à ce sujet, c'est un projet qui est porté donc, par l'association Tous Capables de Sébastien Rouget. Vous, quel a été votre apport pour l'association? Donc moi, j'ai essayé d'être une articulation avec le groupe d'études sur l'autisme qui se trouve à l'Assemblée, parce que en fait, ça permet aux associations, donc comme Tous Capables, mais il y en a d'autres, hein, en Polynésie, je crois qu'il y en a 2 autres, de pouvoir rencontrer des personnes à responsabilité dans ce milieu-là. Notamment, j'ai pu obtenir des rendez-vous avec le délégué interministériel qui est en charge de ce sujet, que nous avons vu d'ailleurs en revenant de Mantes-la-Jolie. On a pu donc entamer des discussions avec ce délégué interministériel qui est très très motivé pour apporter son expertise, son aide et son concours pour développer donc des classes pour les enfants autistes en Polynésie. Voilà. Donc ça, c'est mon rôle aussi de parlementaire, de pouvoir mettre en relation nos associations avec les pouvoirs publics et les services à Paris. D'accord, je fais une aparté parce qu'en Polynésie, du coup, il y a le gouvernement Moïse Brotherson a nommé une déléguée interministérielle Absolument. au handicap. C'est un signe aussi que le gouvernement en Polynésie prend en compte cette problématique, vous avez dit, qui est très vaste. Oui. Oui, alors effectivement, c'est une chose que le président Brotherson a fait donc, dès la mise en place de son gouvernement. Et c'est ce qui est fait ici aussi. Et c'est une compétence du pays, mais l'État, en tout cas, est tout à fait, favorable à participer aussi à des travaux en commun avec le gouvernement polynésien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord, très bien. Un sujet aussi que vous suivez depuis votre arrivée au Palais Bourbon, c'est euh, le très vaste sujet, là encore, des fonctionnaires d'État en Outre-mer, particulièrement en Polynésie Mhm. française, notamment la pension civile Oui. des fonctionnaires. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce sujet-là? Oui, alors c'est un sujet qui est très technique, alors que j'essaie de vulgariser au maximum parce que sinon vous allez avoir envie de partir tout de suite. Mais oui, la pension civile ou la pension militaire, c'est en fait la retraite au sens propre d'un fonctionnaire ou d'un militaire. Ça s'appelle donc la pension. Ce qui se passe en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie aussi, il y avait l'ITR, c'était une indemnité qui complétait en fait la pension civile des fonctionnaires. En 2008, elle a été réformée et elle est appelée à disparaître. Mhm. Et depuis qu'elle est passée sous un certain montant, notamment 8 000 euros annuels, hein, bien sûr, en 2018 ou 2019, les nouveaux retraités ont bien senti le plongeon de leur pouvoir d'achat, en tout cas de leur niveau de vie, en passant de l'activité à la retraite. Donc ça a été un peu un cheval de bataille des syndicats, on va dire, des syndicats de la fonction publique. Et le gouvernement, depuis 2018, enfin, l'État a mis en place un comité interministériel pour trouver un dispositif qui pourrait se substituer à l'ITR et à sa disparition. Donc ce dispositif a été voté l'an dernier dans le PLF précédent donc, pour cette année. Mais en l'étudiant
précisément et en détail, on se rend compte qu'il ne répond pas à la problématique de perte de pouvoir d'achat, une perte vertigineuse, et ce dispositif ne répond pas à cette problématique. Et surtout, la disparition de l'ITR a mis en exergue on va dire le mauvais calcul ou le calcul incomplet de la pension civile, c'est-à-dire la pension civile ou militaire, de la pension des fonctionnaires d'État et des militaires. C'était un calcul incomplet puisqu'il ne se basait que sur une partie du traitement de l'agent, du personnel. Donc aujourd'hui, j'ai fait un travail beaucoup technique et aussi enfin, disons relationnel, où je suis allée donc expliquer dans les ministères pour expliquer que la pension civile et militaire doit être calculée sur tout le traitement d'un fonctionnaire et non pas seulement sur une partie. Je vous donne un exemple chiffré parce que ça va être plus parlant. Pour un traitement en activité de 1 000 € à Paris, le fonctionnaire va partir avec 750 € de retraite. En Nouvelle-Calédonie, il va partir avec 434 €. En Polynésie, avec 408 €. Et à Wallis et Futuna, avec 366 €. Donc c'est juste inéquitable, c'est pas normal. Alors à l'époque, l'ITR faisait la balance, mais maintenant qu'il n'y a plus l'ITR, on voit bien qu'il y a un problème d'équité. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire accepter cet état de fait au gouvernement, ou de convaincre mes collègues du Parlement de cette situation qui n'est pas acceptable pour les fonctionnaires et les militaires d'outre-mer. D'accord. Est-ce que vous avez des pistes pour justement essayer de combler ce manquement? En fait, ce qu'on essaye aussi de démontrer, c'est que les fonctionnaires et les militaires du Pacifique cotisent en plus sur cette part majorée qui n'est pas prise en compte, parce que depuis 50 ans, depuis 1974, le coefficient de majoration qui majore leur traitement est appliqué sur le traitement net, c'est-à-dire sans les retenues sociales. Donc ça leur donne une part majorée nette, ça veut dire qu'ils cotisent déjà sur leur part majorée, et ils ont une double peine. Non seulement ils cotisent, ils ne sont pas servis des sommes équivalentes à leur retenue sociale sur la part majorée, mais on ne leur donne pas la pension équivalente une fois qu'ils partent à la retraite. Donc j'essaie d'expliquer ça, et voilà. Donc on a préparé aussi un amendement qui rétablit en fait l'application du coefficient de majoration sur le brut, et ensuite on propose que les fonctionnaires cotisent sur leur part majorée à la pension civile et à la sécurité sociale. D'accord. Voilà. Cet amendement, il devrait passer... Alors il est en recevabilité, on croise tous nos doigts pour qu'il passe, voilà. D'accord. Parce que on parle de cet amendement, on a parlé aussi de l'amendement sur la prolongation donc, des délais pour les dépôts des ayants droit, pour les conséquences des essais nucléaires, mais clairement, si le budget coince et que le Premier ministre actionne le 49.3, admettons, tous ces amendements-là, ils tombent à l'eau. Alors, ça dépend, parce qu'en fait, en actionnant le 49.3, le ministre, le gouvernement peut choisir ce qu'il va garder, ou ce qui, en général, il revient sur sa copie initiale, mais c'est pas dit. Il peut aussi trouver certaines idées, et je l'espère, intéressantes, et donc garder quelques amendements ou quelques modifications qu'ont fait les collègues. Donc voilà, c'est pas dit qu'il revienne sur sa copie initiale. De toute façon, le gouvernement lui-même, ayant eu très peu de temps pour préparer le budget, a lui-même apporté des amendements à son propre budget. D'accord. Voilà.
Ok, un autre sujet sur lequel vous vous intéressez, c'est celui de la biodiversité. Et vous êtes membre donc de l'OPEXT, si Oui, je c'est prononce ça. bien. Vous avez d'ailleurs présenté un rapport sur la protection de la biodiversité en haute mer. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer il y a eu aussi la proposition de résolution sur les adaptations des politiques publiques face au changement climatique. Mhm. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer déjà le rôle de cet OPEX et vous, qu'est-ce que vous voulez apporter en tant que député de Polynésie Oui, alors l'OPEXT, en fait, c'est un office bicaméral qui réunit les deux chambres du Mhm. Parlement. Et donc, c'est 18 sénateurs et 18 députés qui se rencontrent assez souvent euh, pour, euh, pour exposer des problématiques, euh, alors plutôt effectivement scientifiques ou technologiques, et on propose des sujets divers et variés qui peuvent faire partie du domaine de la médecine, la recherche sur le cancer, la pollution plastique, la décarbonation du domaine aéronautique. Enfin, c'est vraiment divers et varié. Et puis, on fait des missions d'information. Et donc, pour ma part, en février de cette année, 2024, j'avais obtenu donc du bureau de l'OPEXT de réunir une dizaine d'experts scientifiques pour parler de la protection de la biodiversité marine en haute mer. On a fait des auditions sur toute une journée, 2 tables rondes, et ensuite j'ai pu rédiger un rapport d'information qui a servi au mois d'avril d'ailleurs à, j'espère, à éclairer mes collègues, puisque nous avons dû voter pour la ratification ou pas du BBNJ, donc le traité de la haute mer Mhm. proposé par l'ONU. Voilà. D'accord. Ok. Et un sujet, là, on est un peu plus sur la culture, de l'histoire, sur la restitution des restes humains Mm, vers les États qui ne concernent pas les Outre-mer. C'est une loi de fin 2023. c'est ça. Et vous, c'est un sujet qui vous interpelle aussi. Alors oui, lorsque j'ai vu que ce sujet était en préparation, donc que c'était une proposition de loi qui nous venait du Sénat, donc je savais que la Polynésie était un peu concernée par les restes humains qui faisaient partie des collections publiques françaises. Et il me paraissait important en fait, de m'associer à ces travaux sur cette loi cadre de restitution des restes humains d'État à État. Et nous avons essayé avec quelques collègues ultramarins d'inclure les Outre-mer, mais bon, il est vrai que nous sommes la France, donc on ne pouvait pas faire partie de cette loi. Et on a pu donc intégrer à cette loi la demande d'un rapport euh, pour étudier la restitution des restes humains de l'État à un territoire ultramarin. Voilà. Donc c'est un travail que nous avons déjà commencé à initier, puisque on a, on a, on a travaillé sur l'autre projet de loi qui a été voté en décembre 2023. Et là, donc, on doit se réunir avec quelques députés qui étaient déjà sur le sujet pour s'organiser un petit peu et voir ce qu'on peut proposer pour l'outre-mer. Il y a des restes humains qui intéresseraient la Polynésie, les Polynésiens Oui, bien sûr. Il y en a qui sont un peu disséminés dans toute la France. Mhm. Et, donc, voilà, c'est quelque chose auquel nous devons être attentifs. Ensuite, on a des restes humains aussi beaucoup à Hawaï. On a des restes humains, on a récupéré des restes humains marquisiens qui étaient au musée de Stockholm. Bon, ça a été fait dans les années précédentes. Donc oui, c'est quelque chose qui existe. Et c'est aussi, je pense, un sujet qu'on ne doit pas traiter à la légère, parce que nos communautés en Polynésie euh, sont aussi très touchées par le,
par le fait de récupérer les restes de leurs ancêtres. Donc, à nous d'être le plus juste possible dans les textes. Voilà, c'est pour ça il faut travailler et consulter aussi beaucoup le terrain, quoi. Donc, on se rapproche des associations en Polynésie pour récupérer leurs ressentis, leurs doléances aussi, leurs craintes ou leurs motivations. Je travaille aussi avec le ministère de la Culture pour savoir aussi de leur côté quelles sont leurs orientations sur ce sujet. Voilà, c'est un travail qu'on doit tous faire en commun et pas toute seule dans son bureau. Voilà. Et là-dessus, il y a une association amérindienne, Kalinia, Oui. de Guyane, qui travaille justement au rapatriement de restes humains Kalinia qui étaient exposés dans des zoos humains à Paris. Oui. C'est un sujet que vous avez apporté aussi votre petite pierre à l'édifice. À vrai dire, je me suis intéressée à la loi de restitution d'État à État suite à ma rencontre avec l'association Molico, qui œuvre pour la restitution des restes de leurs ancêtres Kalina en Guyane. Et donc oui, c'est un sujet très difficile parce que en plus ce sont des personnes dont ils ont l'identité, donc ce sont vraiment les descendants de ces 6 personnes qui sont décédées, qui sont mortes de froid en fait, parce qu'elles ont été exhibées au jardin d'acclimatation en plein hiver ici à la fin du 19e siècle. Donc je me suis beaucoup investie avec cette association et la situation fait que ils ne peuvent plus attendre parce que ces restes ont des noms, ont une identité et voilà, j'essaie de me mettre à leur place. Quand vous savez que votre arrière-grand-mère, elle est là dans une boîte au musée de l'Homme, mais vous savez qui c'est en fait. Ils ont très hâte en fait que leurs ancêtres rentrent à la maison. Alors on fait tout avec d'autres collègues ultramarins pour les aider et notamment alors il y a une proposition de loi ad hoc, du coup une loi d'espèce qui est faite pour la restitution des restes humains Kalina pour aller plus vite, on va dire, plutôt que d'attendre une loi cadre. Et donc cette proposition de loi viendra du Sénat dans très peu de temps. Et pour ma part, j'ai souhaité penser à des aspects plus, on va dire, plus logistiques et on est en plein budget, donc j'ai proposé un amendement justement pour le financement par l'État, la prise en charge du transport, des frais de douane, enfin de toute la logistique aussi d'une délégation Kalina pour venir faire les rituels nécessaires au départ des ossements de Paris jusqu'en Guyane, enfin de penser à toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce que c'est déjà chiffré, ces besoins de... Alors on était un peu pressé par le temps, donc on a fait un chiffrage, enfin je dirais grosso modo pour 10 personnes et puis pour déjà les aider dans un premier temps à venir et à repartir avec leurs restes humains. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Et donc là aussi, c'est un amendement sur le budget de loi 2025. Oui, c'est ça. Qui, on l'espère, passera. Oui, alors ça a été déjà adopté en commission des affaires culturelles. C'est donc un bon signe pour nous tous, en fait. C'est que les gens sont sensibles quand même à ce type de situation. Voilà. Ok. Une dernière question. On sort un peu de tous vos sujets. Mais un sujet qui est très d'actualité et qui touche aussi la Polynésie, c'est le coût de la vie, qui en ce moment ça devient de plus en plus compliqué aux Antilles, on l'a vu. C'est un sujet, j'imagine, que vous évoquez avec vos collègues des Antilles, il y en a beaucoup dans votre groupe. Est-ce que vous, pour la Polynésie, vous êtes
inquiète par rapport à ces mouvements sociaux. Est-ce que les Polynésiens, comme les Guadeloupéens ou les Martiniquais, peuvent en être lassés, fatigués et passer à l'acte comme ce qu'on a vu aux Antilles, qu'on voit encore aux Antilles, quoi. Mais écoutez, moi j'espère que la population polynésienne va rester, enfin en tout cas plus calme, mais on peut comprendre aussi que la situation aux Antilles euh, dégénère parce que je sais que mes collègues martiniquais et guadeloupéens ont beaucoup alerté l'État, parce que ce sont quand même des départements. C'est un peu différent de notre statut en Polynésie, mais ils ont alerté l'État sur les marges que faisaient donc les grands groupes d'alimentation déjà aux Antilles. Et bon, comme souvent, on est beaucoup moins écouté. Donc, voilà, il y a ces événements terribles qui ont commencé en Martinique et qui ont été maintenant, qui se sont déclenchés aussi en Guadeloupe. En Polynésie, je ne pense pas qu'on en soit là, mais le gouvernement polynésien fait, je pense, le maximum pour essayer de réduire la flambée du coût de la vie. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites sur place en fait pour éviter l'augmentation des prix. Il y a eu un tassement des prix. Alors, il n'y a pas eu trop de baisse encore, mais en tout cas, il n'y a pas eu de flambée depuis plus d'un an. Maintenant, il faut continuer à travailler, il ne faut pas s'arrêter. Et pour ma part, mon travail sur la pension civile, même s'il ne va pas tout résoudre, en tout cas, c'est pour essayer aussi socialement de redonner de la dignité à des familles, à des retraités qui, à l'époque, pouvaient, par exemple, employer des gens de service. Donc il y avait tout un tissu économique qui était possible, en tout cas du temps de l'ITR avant sa réforme. Et aujourd'hui, les mêmes retraités, ils ne peuvent plus employer de gens ou de personnes qui peuvent les aider dans leurs vieux jours. Et donc ça fait un tissu économique qui est perdu. Ces mêmes personnes qui en activité, parce que par la stabilité de leurs revenus, hein, quand on est fonctionnaire de l'État, ou enfin en tout cas quand on est fonctionnaire, et particulièrement de l'État, on a une stabilité de revenus, et souvent on a une famille élargie qui gravite autour du fonctionnaire d'État, qui sont en activité ou en retraite. Et aujourd'hui, eh bien, ça touche le fait de la paupérisation des retraités de l'État, ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Parce que souvent on me dit que je m'occupe des nantis, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Il faut prendre la situation plus en détail et se dire que je ne m'occupe pas que des fonctionnaires, je m'occupe aussi des personnes qui dépendent de ces gens-là. Voilà. D'accord, super.